Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de la rétrospective sur les antennes de Numérica Télévision. Que des réactions au lendemain du passage de Nikki Haley en République démocratique du Congo, la dernière en date, et la déclaration politique de la plateforme électorale Alternance pour la République qui salue le passage et l'engagement du gouvernement des États-Unis pour sa contribution à la mission des Nations Unies, l'AR, qui salue également les déclarations de Nikki Haley pour la plateforme. Le départ de Joseph Kabila constitue finalement un engagement pour le rétablissement de la démocratie. On y revient dans un instant. Et la deuxième partie de cette édition sera consacrée, comme vous le savez, bien évidemment, à la page rétrospective de l'actualité de la semaine, telle que diffusée sur nos antennes. Et pour couronner le tout, pour être complet, nous recevons sur ce plateau, comme invité de dimanche, Serge Mundo. Il est le président national du Congrès africain des démocrates. Serge Mundo, bonsoir. Bonsoir, madame. Avec vous, on va donc commenter l'actualité, et notamment l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mais je rappelle que vous avez remplacé à ce poste Feu Tassinda ou Batassinda. Exactement. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Je le disais tout à l'heure dans une déclaration déclaration politique signée samedi dernier par son président national. L'Alternance pour la République a salué l'engagement du gouvernement des États-Unis d'Amérique pour sa contribution à la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo. Ainsi, l'AR a également salué l'intérêt qu'il continue de manifester pour la stabilité de la RDC et salue la position telle qu'est exprimée par l'ambassadrice Nikki Haley. L'AR donc qui a suivi avec intérêt la position de l'envoyé spécial de Donald Trump en République démocratique du Congo en faveur de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre sur la décryptation du climat politique, le processus électoral ainsi que la mise en œuvre effective de conclusion des discussions du centre interdiocésain sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo. Dans ce cadre, l'AR considère que le départ du président Joseph Kabila du pouvoir, conformément aux dispositions du dit accord, constitue l'élément déclencheur de l'œuvre de restauration de la démocratie telle que souhaitée par le peuple congolais. À cet effet, l'AR réitère sa position exprimée lors de sa matinée publique du 23 septembre 2017 en faveur de l'organisation ultime de l'élection présidentielle aux besoins découplés des autres élections pour engager les pays sur la voie du vote, du rétablissement, la voie du rétablissement de la démocratie. Le communiqué politique, la déclaration politique est signée par Délice Sanga, président de la conférence des présidents de l'Alternance pour la République. Serge Mundo, on va commencer d'abord. La première question, c'est l'actualité en RDC, le passage de l'envoyé spécial, Nikki Haley, en République démocratique du Congo, qui a finalement fait la ronde, visité les institutions de la République, le président de la République, mais également l'opposition politique représentée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage à Kinshasa, disons en RDC? Madame, ce que l'on peut retenir, c'est que c'est la honte pour notre pays, premièrement, parce que les politiciens ont une fois de plus démontré leur irresponsabilité. Nous avons vu avec l'IS comment est-ce que les politiciens ont accueilli cette visite avec l'IS. Mais je pense que ce soit du côté de la majorité comme du côté de l'opposition, personne n'a su se rendre compte que c'était la honte pour notre pays. Au fait, le président de la République... C'est-à-dire qu'en amont, certains pensaient que la solution viendrait du côté de Nikki Haley, du côté des États-Unis? Non, mais madame, nous devons être responsables. Même le président de la République, il ne peut pas attendre qu'une dame vienne au Congo pour lui rappeler sa responsabilité. C'est lui le garant des textes, des lois de la République. Lorsque il s'est avéré que M. Kabila est au pouvoir,
de façon inconstitutionnelle à ces jours, s'il est encore au pouvoir, c'est par rapport aux négociations de la Saint-Sylvestre qui prendra fin le 31 décembre. Donc il en est au courant, il est assez responsable pour savoir que tout s'arrêtait là. Est-ce que pour certains, vous avez l'impression que l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies est venue à Kinshasa spécifiquement pour balayer le chemin à un troisième dialogue? Vous savez, principalement, cette dame, nous avons eu écho que cette dame était venue principalement pour les intérêts économiques des États-Unis, hein, de façon accessoire pour ces élections, le processus électoral. Et nous pensons que c'est aussi un signal fort que l'on puisse, n'est-ce pas, attirer l'attention du pouvoir en place, qu'il s'arrêtait le 31 décembre. Et cela n'était pas question que madame vienne au Congo pour le rappeler au président de la République. Niki Haley, après sa rencontre avec le président de la CENI, a dit que les États-Unis attendent les élections d'ici 2018 court de janvier à décembre, et que la CENI devra publier un calendrier électoral qui soit réaliste, qui mentionne clairement qu'il y aura des élections en 2018. Ça veut dire clairement que c'est la position des États-Unis, élections en RDC en 2018. On va passer le cap de 2017. Ce qui prouve à suffisance que nous ne sommes pas un pays indépendant. Ce qui prouve que nous ne sommes pas indépendants. Comment est-ce qu'on peut vous rappeler à vous que vous devez faire des élections, les organiser jusqu'en 2018. Et on n'a pas dit par quel mécanisme nous allons arriver jusqu'en 2018, madame. Alors que si nous sommes là jusqu'en 2017, c'est dû notamment à ces accords signés de la Saint-Sylvestre. Vous aurez voulu, par exemple, vous, dans votre parti politique, le Congrès africain, les congrès africains des démocrates, que l'ambassadrice des États-Unis dise quoi, fasse quoi exactement? Mais lorsqu'on propose, il faut mettre en place un mécanisme. Moi, je pense que si, au-delà de 2017, M. Kabila doit franchir ses caps, c'est-à-dire qu'il faut réorganiser, mettre en place une structure juridique qui pouvant, n'est-ce pas, mettre en place ces cadres-là, comment est-ce que M. Kabila pourra exercer cette transition et tout. Mais on vous dit d'emblée que les élections doivent se passer en 2018, jusqu'en 2018. Mais sans pour autant mettre en place un mécanisme. Est-ce que le fait de rencontrer la SENCO aussi, c'était peut-être pas dans l'idée de rappeler qu'il y a un accord, qu'il faudrait peut-être redémarrer là où les choses s'étaient arrêtées avec l'aile radicale de l'opposition? Le devoir de la SENCO s'arrêtait à la signature. Et on devrait mettre en place la CENSA. Vous savez, madame, la CENSA d'aujourd'hui, elle est irrégulière. Et la CENSA, d'abord, il n'y a aucune loi qui régit jusqu'à ces jours. On a vu ça et là, des prestations de serment et tout, des prises de pouvoir. Mais tout est organisé par rapport à la loi. Quelle loi, sur quelle loi le président, ou disons la CENSA, est en train de fonctionner? En fait, le CENSA fonctionne, mais il y a déjà la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. En amont ou en aval? Il y a presque une semaine. En amont ou en aval? En aval. Mais du néant, rien ne sort. Madame, ça, c'est de la fraude. C'est de la fraude. D'où, moi, j'estime que s'il faudra dépasser ces caps, il faut même remanier ou la refondre. C'est ça, mettre en place une structure pouvant bien gérer, réorganiser. C'est-à-dire réélire les dirigeants du CENSA. Tout à fait, mais parce que fraps omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Même l'exécution de ces accords doivent être... on doit absolument les recommencer. Mais les recommencer comment? Parce qu'il ne nous reste plus qu'un mois. D'où il est nécessaire que l'on mette en place un mécanisme qui peut bien organiser les choses. Je ne parle pas d'un troisième dialogue, en tout cas.
Parce que tout a été déjà dit par le premier dialogue et le deuxième dialogue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que selon l'accord, si le mandat du président de la République s'arrête au 31 décembre, le 1er janvier, le président de la République sera toujours président de la République parce qu'il devient, il est pratiquement inimaginable de faire une transition sans le président Joseph Kabila. Mais madame, il restera là sur base de quoi? La Constitution de la République. La Constitution était claire. La majorité présidentielle brandit l'article 70 de la Constitution de la République. Madame, cette loi-là, c'est un débat, parce que la loi parle d'un régime constitutionnel. Et si ce n'est pas lui, c'est qui? Mais moi, je crois que l'article 64 sera d'application. Et comment on le choisit, le remplaçant de Joseph Kabila? Madame, c'est une question assez délicate. C'est pourquoi je vous dis, ça ne sent pas bon au pays. On n'a pas su respecter les accords et je pense qu'avant d'arriver à la date du 31 décembre, il est louable que les politiciens se parlent, qu'on mette en place, comme j'ai dit, un mécanisme qui peut prendre... Entre-temps, vous refusez un troisième dialogue. Entre-temps, vous parlez de se parler. Se parler, c'est discussion. On peut dire dialogue, on peut dire forum, on peut dire table ronde, appelez ça comme vous voulez, mais que les politiciens se retrouvent. C'est l'application de cet accord-là, madame. Désolé que je vous le dise une fois de plus, que le temps imparti n'est que d'un mois, parce que c'est la fin du règne du président Joseph Kabila. Mais je pense que lorsqu'il y a la volonté politique, on peut tout faire. Je n'exclus pas qu'il y ait une transition jusqu'en 2018. Mais lorsque je dis qu'on doit se parler, c'est de répondre principalement à la CENSA. Et puis, c'est choisir un Premier ministre comme il a été dit dans ces accords. On va continuer avec vous, le temps pour nous de prendre la rétrospective de l'actualité de la semaine, la deuxième partie de cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Lundi, sur nos antennes à l'Union pour la Nation congolaise, le parti cher à Vital Kamerhe. Là-bas, on s'est désengagé du gouvernement Bruno Tshibala. Le parti, son président, a demandé à son seul représentant au sein du gouvernement Tshibala de pouvoir démissionner. Faux, rétorque, a rétorqué au cours d'un point de presse le ministre d'État, ministre du Budget, Pierre Kangoudia, qui a déclaré qu'il ne démissionnera pas. On va suivre ça avec ce commentaire signé Félix Ilunga. Le feuilleton Kamerhe Kangoudia fait du buzz. Tous les indicateurs pour l'organisation des élections en décembre 2017, conformément à l'accord de la CENCO, affichent rouge. Face à ce flou artistique qui auréole la tenue des scrutins en République démocratique du Congo, l'Union pour la Nation congolaise avait levé l'option de retirer son délégué au gouvernement Tshibala. Il s'agit bien du ministre du Budget Pierre Kangoudia. Une décision politiquement mûre. Le ministre a été consulté pendant 1h30. Donc ce n'est pas une surprise pour lui. Il est informé. Va-t-il démissionner parce que tout dépend de lui et aussi. toutes les instances. Tout dépend de lui aussi. L'UNC a déjà pris sa position. S'il estimait qu'il allait laisser, ça serait lui. Mais je ne le vois pas aller à l'encontre de cette machine capable de broyer même du fer qu'est l'Union pour la Nation congolaise. Nous devons croire qu'il va démissionner. Mais nous avons déjà saisi le président de la République, le premier ministre que nous avons retiré, a vu la correspondance. Notre délégué, et qu'il ne serait pas question de continuer dans cette mésaventure. Serge Mondo, à l'UNC, comment vous avez-vous compris ou analysé cette, disons, appelons ça guerre entre le président du parti et Pierre Kangoudia, ministre d'État, ministre du Budget? Oui, madame, bon, c'est une cuisine interne de leur parti, mais moi je pense que c'est une question de loyauté. Question de loyauté, lorsque vous occupez des fonctions venant de votre parti, vous devez être loyal. Moi je pense que lorsque le président Kamerhe avait compris qu'il était à côté et qu'il a demandé au ministre de démissionner, de quitter ses postes, son homme ne devrait qu'obéir. Mais s'il pense qu'il est là du fait d'un hasard, bon,
Ça n'engage que lui, nous avons suivi. Certains analystes ne croient pas à ce feuilleton. Pour eux, c'est une question de stratégie politicienne de la part de l'Union pour la nation congolaise afin de se repositionner dans un futur proche au cas où il y aurait formation d'un autre gouvernement pour une plus grande ou une meilleure représentation au sein du futur gouvernement. Et certains disent, voilà ce qui explique que dans la délégation des opposants qui ont été reçus par l'ambassadrice des États-Unis à New York, Nikki Haley, que Vital Kamerhe soit dans la délégation. Bon, je pense que si c'est la stratégie de l'UNC, mais il y a tous ces cadres qui sont en train de partir. Donc le président Kamerhe doit revoir un peu sa politique. Je ne lui demande pas de faire ce qu'il est en train de faire, mais être versatile à un moment donné ne paye pas. Donc je suggère que le président soit un peu correct avec lui-même, parce que nous l'avons vu une fois au rassemblement dans l'opposition, et puis il est allé à côté, il est revenu. Sûrement qu'il a compris un peu ce qui s'est passé. Mardi, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la page, disons, on a tourné complètement la page de l'histoire avec Roger Ntingui comme président de l'Assemblée provinciale. Un nouveau président a été élu. Il a été élu par 42 voix sur 42 députés présents lors de l'élection. Un jour après l'éjection de Roger Ntingui au poste de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'organe délibérant a un nouveau commandant, Gaspard Kitwa Sissa Lukoki, élu à l'unanimité après désistement de Jolino Makelele et Ndembe Kassa, soit 42 voix sur 42 votants. Le nouvel élu a promis d'être rassembleur et d'œuvrer pour l'intérêt de tous durant son mandat. J'aimerais vous dire que votre vote constitue une interpellation, mais aussi une responsabilité pour moi lorsqu'il faut considérer la situation actuelle de notre institution. Comme vous le savez, on est élu président d'une institution comme la nôtre pour rendre service, c'est-à-dire être au service des autres, mais pas pour se servir. Les défis qui attendent le nouveau président sont nombreux. Maintenant, il faut le voir plus en acte. On va le suivre comment il va gérer l'Assemblée. Vous savez, l'Assemblée, ce n'est pas une messe à faire. Il doit avoir ses conseillers pour qu'il gère bien notre institution. Voilà ce que je peux vous dire d'emblée au début de son élection. On sait qu'il est capable de faire. Il est capable de le faire et il va tout faire pour que le gouvernement provincial soit en mesure de répondre aux attentes de la population que nous représentons. C'est pourquoi on l'avait voté. On croit qu'il va bien faire son travail. Il ne va pas miser sur le favoritisme, mais il va faire sur la démocratie. C'est pourquoi on l'a voté. Il doit travailler pour donner un bon exemple aux autres. Parce que s'il ne travaille pas, il ne fait pas ce que nous allons lui demander. Il sait ce qui est arrivé. Il sait, il connaît la conséquence. Donc il va aussi subir la même cause qu'on a connue autrefois. Gaspard Kitwa Sissa Lukoki du MLC remplace à ce poste Roger Ntingui du même parti de Jean-Pierre Bemba. Entre-temps, le président déchu a déposé un recours en justice. Comment vous expliquez dans une assemblée provinciale où il y a pratiquement toutes les tendances politiques qu'un président soit élu à l'unanimité? 42 voix sur 42, Serge Mundo. Non, mais ce n'est pas parce qu'il est les meilleurs entre les députés. Moi, je pense qu'il y a une main noire cachée. Vous vous souviendrez qu'il y a peu, il y a eu dispute entre le président de l'Assemblée et puis le gouverneur de la ville au sujet d'argent. Donc les députés étaient impayés, l'un jette la balle à l'autre. Non, il n'a pas payé. L'autre dit, moi j'ai payé, c'est lui. Et il est parti pour incompétence. Comment expliquer que quelqu'un qui a été incompétent puisse gérer plus de 10 ans?
Moi, je pense que visiblement, il y a... Vous n'oubliez pas qu'il y a quelques 4 années, presque 5 ans, que Roger Ntingui devrait partir de l'Assemblée provinciale. Il s'est passé beaucoup de choses à l'Assemblée. Ça, vous ne l'oubliez pas. Mais pourquoi il n'était pas parti? Ce n'était pas une première fois. Mais pourquoi il n'était pas parti en son temps, s'il était réellement incompétent? En fait, moi, je pense qu'on doit cesser de gérer les assemblées provinciales comme on gérait sa poche. Selon vous, c'est la manipulation du gouverneur de la ville qui va manipuler toute une assemblée provinciale, vous le pensez? Je ne les cite pas nommément, mais j'ai dit simplement... Vous l'avez cité pourtant. J'ai dit qu'il y avait des disputes, ils ne s'entendaient pas, il y avait des accords. Une dispute qui conduit à l'éjection d'un président de l'Assemblée provinciale. Tout à fait. Et c'est aussi des responsabilités de ces députés, parce que moi, je les vois autour du gouverneur, alors que ils sont censés contrôler le gouverneur. Comment expliquez-vous, vous qui devez, n'est-ce pas, contrôler, vous êtes à la merci du gouverneur? Est-ce que ces assemblées fonctionnent? Ils ont les moyens de leur politique? Je ne pense pas. Ça dépend du gouverneur de la ville. C'est pourquoi ils sont toujours indépendants. Le gouverneur de la ville dépend du gouvernement central. Et vous savez qu'il n'y a pas de rétrocession depuis lors. Mais il fonctionne comment? Nous avons la DGRK. Nous avons la DGRK, vous ne me direz pas que... vous maîtrisez les chiffres des entrées de la DGRK, à quoi ça sert ces taxes et ces impôts? Je ne l'ai pas, mais j'ai suivi... Est-ce que les Kinois payent l'impôt? Si vous parlez de la DGRK, vous payez l'impôt, vous? Moi, je paye l'impôt. Combien paye l'impôt à Kinshasa? Madame, à cette question, je vous dirais ceci. Nous payons toujours l'impôt pour l'impôt routier et tout ça, mais les routes ne sont pas réparées. On paye, mais ça n'encourage pas la population à contribuer parce qu'ils contribuent. Tenez, madame, tenez, pour voyager, nous payons à l'aéroport. La RVA ne construit rien. L'hôtel de ville perçoit. Même dans des écoles, il y a toujours des frais de fonctionnement pour la ville. Mais partout, vous voyez, il y a des poubelles et tout. J'ai suivi à la radio son conseiller politique, M. Toussaint Mika, qui nous a donné des chiffres. Pensez-vous qu'il faut 12 ou 20 millions de dollars par mois pour la salubrité de la ville de Kinshasa? Je ne pense pas. Et depuis tout ce temps, la ville n'épuisait pas. Pourquoi seulement à ces jours? Moi, je pense que, bon, c'est un autre débat, mais par rapport aux assemblées, les assemblées sont dépendantes du gouverneur. Ce qui explique que le gouverneur a toujours une mainmise à l'Assemblée. Mercredi, la publication du rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mais également la présentation du monitoring de la Commission nationale de droits de l'homme sur le monitoring des femmes congolaises. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme assure une surveillance régulière de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo conformément à son mandat. L'instance onusienne procède à l'analyse des tendances relatives qu'elle partage avec les autorités congolaises pour des actions nécessaires. Il ressort de son rapport de septembre 2017 que 644 violations de droits de l'homme ont été commises, soit 46% d'augmentation par rapport au mois d'août. Ces violences ont été commises principalement au Kasaï. Nous ne publions aucun rapport qui n'ait été au préalable partagé avec les autorités congolaises. Et quand nous recevons des recommandations de leur part ou des observations, si ça porte sur des problèmes liés aux faits que nous avons rapportés, et s'il y a une divergence de vue, nous vérifions et nous réajustons par rapport aux faits. Là où il y a une grande différence, c'est l'analyse, c'est dans l'analyse. Si vous avez bien suivi la communication des autorités au cours des derniers mois dans les instances, au niveau des instances internationales ou moins, devant le Conseil des droits de l'homme, il y a une reconnaissance des faits. Je vous donne juste un exemple. Nous avons, nous, communiqué sur le Kasaï un chiffre qui est en deçà de ce que le gouvernement a communiqué. Le gouvernement est largement au-dessus de nous, les chiffres que nous avons communiqués. Là où il y a une différence, c'est l'analyse qui est derrière. Par ailleurs,
La Commission nationale des droits de l'homme a plaidé pour des mesures concrètes en faveur des femmes qui sont faiblement représentées dans les institutions politiques, entreprises publiques et privées en République démocratique du Congo. C'était lors de la présentation du rapport de l'enquête menée par la CNDH. Nous pensons qu'avec le plaidoyer, la sensibilisation et les concours de tout le monde, des femmes et des hommes genrés, nous aurons à voir quelque chose comme résultat. On ne peut pas déjà évaluer les résultats politiques que nous avons besoin de 100%. Les résultats, si nous commençons déjà au départ avec 30, 40, 50, notre souci c'est d'améliorer les conditions de travail de la femme dans les entreprises publiques et privées. Serge Moundou, le président de la Commission nationale de droits de l'homme, a parlé du monitoring de la CNDH sur la participation de la femme congolaise dans la gestion de la vie publique ou sa participation dans la vie politique en République démocratique du Congo. La question, c'est d'abord, vous êtes président d'un parti politique, combien siègent au bureau politique de votre parti? Combien de membres? Nous en avons 6. Combien de femmes? Non, nous avons 6 femmes. 6 femmes au sein du bureau politique. Ouais. Qui occupent quelle fonction? Nous avons une trésorière, nous avons une qui est chargée des stratégies du parti, nous en avons une autre qui est chargée du genre. Nous avons aussi... Ça, c'est tout naturel. Caissière, c'est tout naturel. Ah, mais oui. Nous en avons au total 6, au fait. Généralement, ce sont des fonctions qui sont dans la tête de ceux qui dirigent les partis politiques, laissées aux femmes, trésorières, question du genre, social, etc. Mais quels sont les postes clés qu'occupent les femmes au sein de votre parti? Mais lorsque nous parlons de la stratégie du parti, c'est une femme qui l'occupe. Donc, c'est un poste clé. Nous avons aussi une dame qui s'occupe des relations avec les partis politiques. Et sur les listes électorales aux prochaines élections, ça veut dire qu'on va espérer au sein de votre parti avoir les mêmes quotas que les hommes sur les listes électorales. Tout à fait. Si bien que dans notre parti, nous avons 17 postes, mais les femmes occupent 6. Les hommes sont un peu plus nombreux, mais il faut qu'on se le dise aussi, les femmes, vous devez fournir un effort de pouvoir venir dans des cadres où on traite des questions de la nation. Parce que les femmes, à un moment donné, nous donnent une impression telle que les hommes doivent gérer, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Jeudi, Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, revenait dans la capitale Kinshasa après un séjour à Lubumbashi où il est allé dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation des bases du Rassemblement. Il a été accueilli par les militants de l'UDPS mais également du Rassemblement. Son retour en image commenté par Félix Silonga. Entre Kinshasa et Lubumbashi, Félix Tshisekedi a vécu de réalités diamétralement opposées. Dans la capitale qu'il préfère, première étape de sa toute première tournée à l'intérieur du pays et sa désignation à la tête du rassemblement de l'opposition, le chef de file de l'opposition n'a pas eu droit de communier avec sa base du Haut-Katanga. Son agenda prévoyait un meeting à Lubumbashi. Malheureusement, toutes les manifestations sont interdites dans la capitale du Haut-Katanga. Toute tentative de regroupement était étouffée par les éléments de la police. Le RASOP Limité a décrié ce cauchemar louchois. Et pour prendre le contre-pied à l'épisode de Lubumbashi, Félix Tshisekedi s'est offert en bain de foule à son retour dans la capitale congolaise. Des centaines de militants et sympathisants sont allés l'accueillir depuis l'aéroport d'Indjili. Le cortège s'est dirigé de l'aéroport jusqu'à la résidence des Limités dans le calme sans l'encadrement de la police. Dès son arrivée, l'homme a exprimé son désarroi du cauchemar louchois. Désapprobation, de scandale par rapport à ce que nous avons vécu à Lubumbashi. Je voudrais en appeler non seulement au sursaut national, mais aussi
à la conscience internationale. Ce qui se passe au Katanga est scandaleux. Le peuple, nos compatriotes du Katanga sont muselés. Je remercie le peuple du Katanga d'avoir bravé le danger, l'interdiction, la dictature, la barbarie. Félix Tshisekedi est interdit de tenir son meeting à Lubumbashi. Serge Mondo, est-ce que le premier test, si certains le considèrent ainsi, de la RDC, pays qui viennent récemment d'être élus au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a échoué? C'est un contraste. Vous constatez qu'on dit que dans ces pays, il y a les droits de l'homme, alors qu'en réalité, il y a la répression. Donc nous avons les regrets de constater que cette tournée s'est soldée par des incidents comme ça, affreux, ce qui n'est pas souhaitable pour notre pays. En tout cas, nous ne méritons pas tout ça. Il faut laisser l'expression libre. Et lorsqu'il y a répression, on suppose que dans ces pays, il n'y a pas de droits de l'homme. Vous espérez mieux dans le prochain voyage, lors du prochain voyage, c'est-à-dire l'étape de l'espace Kassai? Je ne prédis pas ça, mais ça sera la même chose. Ça sera la même chose, on ne laisse pas la liberté de s'exprimer. Il n'est pas interdit à un homme public, à un homme politique de communiquer avec la population. Personne n'interdit à l'homme public, à l'homme politique de communiquer avec la population. Le rassemblement le fait et la presse accompagne. Non, mais vous avez constaté ce qui s'est passé à Lubumbashi. Les présidents, vous avez vu qu'il y avait une jeep qui a barricadé même la sortie de là où ils logeaient. Ce qui est inadmissible. Nous pensons que les agents de sécurité, de la police, doivent laisser les hommes politiques libres de communiquer avec leur base, avec la population. Et vous remarquez que le pouvoir aussi fait de même. Le pouvoir, lorsque le pouvoir communique, il n'y a pas tout ça. Est-ce que vous n'avez peut-être pas l'impression qu'en RDC, de plus en plus, l'opposition a la parole, que l'opposition tient ses meetings, ses points de presse? Quand vous regardez, par exemple, les autres pays qui entourent la RDC, vous avez un pays d'en face comme le Congo-Brazza où l'opposition ne s'exprime pas autant que dans notre pays. Vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda. Est-ce que en RDC, ça vit mieux en tant qu'opposition? Madame, lorsque vous commencez à ouvrir votre bouche, que vous êtes opposant, il s'ensuit des arrestations. Combien de fois vous, personnellement, avez été arrêté parce que vous êtes un parti de l'opposition? Moi, pas encore, parce que peut-être que je contrôle mes dires. Peut-être que je contrôle. Combien d'opposants sont arrêtés parce qu'ils ont dit? Combien? Mesdames, les exemples sont légion. Qui? Non, mais madame, je ne peux pas vous citer. Il y a Diomine Ndongala. Il y a Diomine Ndongala parce qu'il faisait mal au pouvoir. Le dossier judiciaire de Diomine Ndongala, on vous a dit qu'il a été arrêté parce qu'il a dit... C'est un dossier bidon. Vous avez l'exemple de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il s'est exilé. Pourquoi? C'est parce qu'il parle. C'est parce qu'on craint justement la présence de Moïse Katumbi au Congo. Vous avez Félix Tshisekedi. Qui interdit à Moïse Katumbi de rentrer au pays? Non, mais madame, lorsqu'on vous colle une histoire qui est montée de toutes pièces, madame, c'est pour aboutir à quoi? À une arrestation, à une condamnation, pour vous éviter d'être candidat à une élection. Et moi, je pense que, madame, au vu de tout ce qui se passe... Si vous faites le calcul, vous faites le compte, les opposants à la République démocratique du Congo sont très nombreux, 2, 3 en prison. C'est ça qui dit qu'il n'y a pas liberté d'expression? Il n'y en a pas du tout. Madame, dites-moi combien de ceux qui gèrent les pays sont en prison pour détournement. Dites-le moi. Il n'y en a pas aucun. Alors que le professeur Luzolo Bambi avait cité certaines personnes qui n'ont pas été poursuivies jusqu'à ce jour. Les dossiers des loges frères, les dossiers de... j'ai oublié cette entreprise-là encore. Il a cité des gens, mais personne d'entre eux n'est poursuivi jusqu'à ce jour.
Mais vous remarquerez que lorsqu'il y a un opposant qui veut sortir du lot, on lui colle une affaire judiciaire. D'où la tyrannie, d'où il n'y a pas de liberté d'expression. Il faut laisser les gens communiquer avec la population, dire ce qu'ils pensent. Voilà, madame. Vendredi, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies a rencontré les autorités congolaises, les personnalités qui gèrent les institutions, notamment le président de la République, Joseph Kabila. Nikki Haley s'est également entretenu avec le président de la CENI, le bureau de la CENI, l'opposition, la SENCO et le président de l'Assemblée nationale. Dans ce reportage, le condensé de toutes ces rencontres. 48 heures, rien que 48 heures ont suffi pour s'enquérir de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. Au lendemain de son arrivée, la diplomate américaine s'est d'abord rendue à Goma et à Kinshasa dans l'est du pays où elle a échangé avec les autorités locales et les réfugiés. De retour à Kinshasa, la messagère de Donald Trump a fait le tour du propriétaire. Nikki Haley a eu une série d'entretiens avec les acteurs clés du Congo-Kinshasa. L'émissaire américaine a échangé d'abord avec le président de la SENCO, les responsables de la CENI, une poignée d'opposants, le président de l'Assemblée nationale Obem Minakou et enfin le chef de l'État. À la présidence de la République, la séance de travail s'est tenue à huis clos. Joseph Kabila et Nikki Haley se sont entretenus sur 4 points principaux, notamment la situation politique, sécuritaire, le redimensionnement de la MONUSCO et le processus électoral. À ces sujets donc, la diplomate américaine a exigé la tenue des scrutins en 2018, sinon la République démocratique du Congo ne bénéficiera plus de l'aide des États-Unis d'Amérique ainsi que de la communauté internationale. Donc il est important que nous puissions organiser des élections en 2018. Et le message a été clair que si les élections ne sont pas tenues en 2018, eh bien la RDC ne pourrait pas compter sur l'appui de la communauté internationale et de la communauté des États-Unis d'Amérique. Il est donc important que ces élections se tiennent en 2018. Et c'est cela que nous avons fait voir à la Commission nationale indépendante. Une menace que le gouvernement n'a pas tolérée, clamant l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Avec Obem Minakou, Nikki Haley a plaidé pour le vote de lois essentielles devant permettre à la CENI d'organiser les élections en 2018. Les États-Unis n'appuieront pas un calendrier qui ne dit pas explicitement que les élections seront tenues en... Nikki Haley finalement a terminé sa ronde. Serge Mundo, et du point de vue de l'opinion, madame est venue baliser, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, le chemin à un 3e dialogue. Bon, si c'est à l'avantage du peuple congolais, nous disons bravo. Mais si c'est pour des intérêts économiques, nous disons non. À l'avantage du peuple congolais, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas autre solution pour passer cette étape. Parce qu'au 31 décembre, il est inimaginable que la classe politique ne se rencontre pas sous quelque format que ce soit, que la majorité et l'opposition, du moins l'aile radicale de l'opposition, puissent rencontrer la majorité et décider de ce qu'on fait après le 31 décembre, puisqu'il y a déjà un accord qui existe. Madame, malheureusement, l'accord prend fin le 31 décembre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais j'avais aussi dit... L'accord prend fin, mais il y a le CENSA qui continue, qui a une mission qui va au-delà de l'accord, qui peut évaluer comment parachever le processus électoral, c'est-à-dire qu'il y a le CENSA qui va au-delà de l'accord. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, madame, qu'il faudra réorganiser un cadre juridique pouvant nous amener à cette transition. Je vous ai dit que nous sommes africains, que cela n'était pas exclu pour ne pas embraser le pays. Moi, personnellement, en tant que Congolais, j'ai dit, je suis premièrement bantou, et qu'en son temps, les problèmes s'est réglé sous l'arbre, d'où l'arbre à palabre. Je ne trouve pas d'inconvénient qu'on mette en place ces cadres juridiques qui peuvent organiser cette transition. Parce que
au-delà de ça, le président Kabila ne pouvait pas dépasser les caps du 31 décembre. Parce qu'il est là du fait de cet accord. Et l'accord lui disait qu'il devrait organiser les élections le 31 décembre. Si jamais il n'y a pas autre chose, donc nous serons face à un mur. Et pour éviter ces murs, c'est-à-dire qu'il y aura du désordre dans le pays, il peut y avoir un soulèvement populaire, il faut organiser les choses bien avant. D'où l'intérêt de pouvoir mettre en place ces cadres juridiques qui peuvent, n'est-ce pas, organiser ces passages en douceur. Nommer un premier ministre du rassemblement. Tout à fait. Le vrai, parce que les opposants étaient trop naïfs en laissant le pouvoir en place de nous dribbler, en mettant premièrement Sami Badibanga et deuxièmement c'est lui qui est en fonction. Alors qu'il le savait très bien qu'il n'était pas issu du RASOP, du vrai RASOP. Votre parti, allez-y. En le faisant, ils savaient bien qu'ils allaient gagner du temps. Ce qu'ils ont fait, et maintenant que nous sommes au mois de novembre, pratiquement, nous devons absolument nous parler. C'est ça. Tout a été réfléchi du côté du pouvoir. C'est-à-dire que votre parti est membre du Rassemblement. Bientôt, nous serons membres du Rassemblement, mais nous sommes de l'opposition. Ça veut dire que vous attendez encore? Nous attendons encore, mais nous sommes pro-RASOP. On a terminé cet entretien. Serge Mondo, merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica. Peut-être nous parler très brièvement de votre parti, le Congrès africain des démocrates, qui existe depuis combien de temps? Combien de députés à l'Assemblée nationale? Nous n'avons pas de députés nationaux. Nous avons un député national et un député provincial à Lubumbashi. Le parti existe depuis 2004. En son temps, c'était M. Tassinda Batassinda, comme vous l'avez dit, qui était président de Réseau Mémoire. Après son décès, j'ai été porté à la tête de ces partis, n'est-ce pas, pour réorganiser les choses. 2004-2017, ça fait quand même beaucoup d'années, 13 ans exactement, mais on ne vous sent pas, votre parti, on parle bien évidemment d'autres partis de l'opposition, apparemment ce travail de terrain, de ce côté vous accusez beaucoup de retard et beaucoup de faiblesse dans la mobilisation de la population, puisque on ne vous sent vraiment pas sur le terrain. Madame, je vous ai dit qu'il fallait réorganiser les choses parce qu'à un certain moment, le parti n'existait pratiquement plus. On a repris les choses. Là, nous avons mis en place le comité de Kinshasa qui est dirigé des maîtres par Maître Herman Bolambele. Et il y a Maître Forchambault qui est à Matadi. Et il y a M. Bogart qui est dans le Bandundu, dans le Kwangu. Nous avons M. Kassereka qui est dans le Nord Kivu, et nous sommes un peu partout. Croyez-moi que bientôt vous verrez vraiment un parti national, un parti pour le peuple congolais qui va, n'est-ce pas, défendre les intérêts du peuple. Merci beaucoup d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision. C'est à moi de vous remercier. Ainsi se termine ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain 19h. Entre-temps, je vous retrouve demain 21h30 dans le cadre du magazine Noticias. Et merci à la petite équipe, l'équipe toute restreinte de dimanche qui a travaillé avec nous pour vous produire cet élément, ce journal. À demain et très bonne suite au programme sur les antennes de Numérica TV.